tout premier job? Ouh là là. Mon premier job. 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 Mon tout premier job. Mon premier job, c'était dans un restaurant. J'étais serveur. J'étais monitrice pour des handicapés mentaux. Je faisais des chantiers. Qu'est-ce que j'ai fait? Travailler dans une jardinerie. Garder des immeubles vides. Allez, on va dire que j'ai servi des pizzas. J'ai été fleuriste sur le marché de Saint-Denis. C'était dans les vignes. Je faisais les vendanges. J'étais manutentionnaire. J'étais magasinière, saisonnière. Emballeuse, pyjama. Animatrice dans les centres de loisirs. Vendeuse montagne chez Decathlon. McDonald's. C'est pas que c'était pas bien, mais il n'y a rien à raconter en fait. Donc moi je m'appelle Hélène Loupias, je suis chargée de coordination de projets culturels à l'association Bibliothèque en Seine-Saint-Denis qui coordonne le festival Hors Limite et où on est 3 salariés avec Sébastien Zegel qui est le délégué général et Naï Sassine qui est chargée d'administration et de développement à l'association. On a 2 conseillers littéraires au festival qui sont Sophie Joubert qui est journaliste à l'Humanité et Arnaud Bertina qui est écrivain et qui ont un rôle important dans l'organisation du festival puisque c'est eux qui nous aident à faire des propositions aux médiathèques. Du coup, le festival Hors Limite, c'est un festival qui a lieu tous les ans entre mars et avril et qui dure 3 semaines. Sur à peu près 42 médiathèques et une bonne trentaine de lieux partenaires. Ce sera la 14e édition du festival en 2023. Pour donner une dimension, on a à peu près plus de 120 rencontres, enfin événements on va dire, parce qu'on est à la fois sur des rencontres avec des auteurs ou des autrices, mais aussi sur de la lecture musicale, des rencontres scolaires, des ateliers jeunesse. On essaye de brasser au maximum le prisme de ce qui se fait aujourd'hui dans la littérature contemporaine. En gros, l'idée c'est de donner à voir et à entendre la littérature aujourd'hui. Le festival est organisé en collaboration vraiment avec les médiathèques puisque c'est un travail tout au long de l'année où on a plusieurs réunions d'équipe et qui fait qu'on n'impose pas la programmation aux bibliothécaires mais vraiment on travaille avec eux en amont sur leurs choix et leurs envies au regard du public ou de la forme qu'ils ont envie de faire. Alors Claire Baglin, c'est une autrice qu'on a choisie, qu'on a lue. L'équipe de l'association l'a lue. On l'avait invitée en journée plateau. Ce sont des journées qu'on dédie pour les médiathécaires avec des rencontres d'auteurs qu'on a envie de proposer en tout cas sur le festival Hors Limite. Et Claire Baglin était invitée d'une de ces journées plateau du fait que c'était son premier roman. Donc elle a publié En salle chez Minuit, là à la rentrée littéraire de septembre. Et on avait envie de la proposer puisqu'elle parle de son rapport au travail et notamment son expérience chez McDonald's. Et donc c'était aussi une occasion pour notamment des jeunes de lire des choses sur une personne qui est jeune aussi, puisque Claire doit avoir à peu près la trentaine et qui relate son expérience du monde du travail. Je suis Kemel Kassi, professeur de français au lycée Paul-Éluard à Saint-Denis et on va interviewer Claire Baglin dans le cadre de son roman En salle avec les secondes pauses. C'est avec les professeurs documentalistes qui m'ont proposé de mener le projet avec les élèves et par la suite j'ai présenté le livre avec les élèves plus lecture. Encadrement aussi de ce qui allait être fait, notamment questions, lecture de texte, écrit aussi, écrit personnel, donc soit souvenir d'enfance ou bien expérience dans un fast-food. On a eu une pré-séance de travail, déjà de découverte du roman, et ensuite 2 semaines d'atelier avec les médiathécaires de la médiathèque du centre. Je suis Pascal Géninelli, responsable des actions culturelles et des actions pédagogiques pour les médiathèques de Saint-Denis. Le festival Hors Limite, c'est l'occasion pour nous de porter un regard particulier sur la littérature contemporaine. Le projet avec la Baglin, il s'intègre en fait dans un plan global des médiathèques de travailler plus sur l'éducation aux médias et à l'information. C'est un projet qui a été lancé sur le réseau il y a environ 2 ans et il trouve aussi un écho dans la ville, notamment dans le cadre de la cité éducative, dans lequel la question du podcast et comment on partage aussi en fait ce nouvel objet sonore, comment on apprend aussi à en produire et aussi à devenir en fait acteur.
la parole à vous tous parce que c'est vous qui avez des choses à dire. On est très ravis de vous accueillir, Claire, pour échanger avec les élèves dans le cadre de Hors Limite, du festival dont on vous a parlé. Et puis vous, classe de seconde de Paul-Éluard, merci encore. Merci à Madame Fagotin et Monsieur Kemel d'avoir participé. Ça a été un super projet. Tous les collègues, on a été ravis de travailler avec vous. Et voilà, et je suis sûre que la rencontre va être très très riche et très belle. Alors bonjour, déjà je suis ravie d'être invitée et d'avoir la chance de vous rencontrer tous. Bonjour, pouvez-vous vous résumer votre expérience au McDo? Était-ce vraiment comme les gens le disent? Alors, le fast-food, c'est un terme auquel je tiens beaucoup parce que j'avais pas envie de donner de nom de marque dans le roman, précisément parce qu'en fait, le fast-food est plutôt une sorte de lieu qui se retrouve dans la plupart des chaînes sans que ça ne change. C'est-à-dire que peu importe si ça avait été une chaîne ou une autre, c'est toujours le même système, la même façon de travailler, et d'ailleurs même les mêmes machines de travail. Donc, est-ce que c'est exactement comme dans le roman ? Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est que des personnes qui travaillent encore actuellement dans les fast-foods m'ont dit que c'était à peu près fidèle. En tout cas, sur les postes de travail, sur la façon de gérer en fait, les différentes tâches, tout ça, c'est des choses qui peuvent se retrouver encore aujourd'hui dans les façons de travailler, mais même plus largement dans la restauration, par exemple. Le service à table, parce que dans le roman, il n'est pas question de cuisine, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de métiers, et même au-delà encore du fast-food, si ça répond assez précisément à votre question. Oui, merci. Pourquoi avoir choisi le titre En salle ? Alors le titre En salle, au départ, c'était pas le titre que je voulais donner à ce roman, mais c'était le titre d'un chapitre, le deuxième chapitre, et parce que ce roman est séparé en plusieurs postes de travail. Et donc j'ai choisi ce poste de travail-là comme le titre du roman, parce que je trouvais qu'il résumait bien l'ensemble, c'est-à-dire que la salle, c'est donc le service à table, et c'est le poste qui est redouté par tous les équipiers, puisque c'est le terme qui est donné aux gens qui travaillent au fast-food. Tous les équipiers redoutent d'être en salle parce que c'est le poste pénible, enfin comme il peut y en avoir dans plein de métiers, c'est-à-dire dans plein de travaux. Il y a des endroits où on a moins envie d'être que d'autres. Là, la salle, c'est l'endroit où personne n'a envie d'aller, pour plusieurs raisons, qui sont d'ailleurs un peu développées dans le roman, c'est-à-dire le contact avec les clients, le moment de rush de midi, enfin le moment où il faut servir un peu en boucle, enfin, et en même temps il y avait une autre face de la même médaille, on va dire, c'était d'abord l'accélération, la pression, etc. Et de l'autre côté, comme c'est du service continu, c'était l'ennui, c'est-à-dire le moment où à 14h30 plus personne n'a envie de manger, mais on doit attendre 16h30, donc 2 heures après, pour pouvoir partir puisque c'est la fin du travail. Donc j'avais envie d'évoquer ça, c'est-à-dire l'accélération et l'ennui. Long moment où il faut continuer à marcher et presque à courir dans le restaurant, mais il ne se passe plus rien. Donc en fait, c'est presque ça, c'est-à-dire que ce roman, c'est la restitution de deux mouvements qui sont de la même médaille pour moi, en tout cas de deux mouvements différents, c'est-à-dire l'accélération et l'ennui. Enfin, l'accélération, l'ennui ou l'attente aussi, l'attente de quelque chose. Et je crois que c'est ce qu'on retrouve peut-être dans l'enfance, c'est-à-dire les enfants qui attendent quelque chose se passe, qui attendent qu'on sorte de la voiture, qui attendent que les parents décident que c'est terminé, qu'on va partir. Enfin voilà, mais merci pour la question. Pourquoi choisir le thème de fast-food pour votre livre ? Le vrai intérêt pour moi du fast-food, déjà, c'était un lieu qui m'intéressait en tant que lieu de travail, parce qu'il me permettait de me concentrer sur le geste de travail, de disséquer le geste de travail, c'est-à-dire... ça va vite, bon, ça, c'est presque une sorte de constat, genre, c'est rapide, c'est presque d'ailleurs impossible, parce que pour moi, en fait, le fast-food, c'est un lieu qui est impossible. C'est-à-dire que dans le travail, on a une tâche qui nous est donnée, réaliser les commandes, mais la vitesse est telle qu'en fait, on ne pourra pas les faire. Enfin, il y aura toujours une erreur, par exemple, il y aura toujours un oubli, parce que en fait, c'est impossible comme travail. Pas que je veux dire par là que c'est le pire des travails. Là, on n'est pas dans un roman où le droit du travail est bafoué. Mais par contre, le travail est impossible parce qu'on ne pourra pas faire toutes ces commandes et que tout se passe très bien.
Donc en fait, j'avais envie de faire un roman avec des scènes de fast-food finies, alors que le fast-food est un lieu infini. C'est-à-dire que c'est un lieu où les choses ne s'arrêteront jamais. Quand on arrive au travail au fast-food, on reprend la tâche de quelqu'un qui la laisse pour partir, et quand on part, on laisse sa tâche et on repart. C'est-à-dire on fait partie du mouvement, mais quand on part, ça continue derrière nous. Et quand on arrive, ça a commencé depuis déjà 5 heures. Donc c'est comme si on était un travailleur qui est arrivé dans une chaîne, comme ça, qui prend un peu la suite et qui ensuite repart et quelqu'un prend la relève. C'est intéressant parce que le roman, c'est un objet fini. Donc en fait, je pense qu'à un moment donné, le roman m'a permis de finir ce travail, qui est infinissable. Il n'y a jamais un moment où on peut, au fast-food, arrêter le travail et se dire « c'est bon, j'ai terminé ». En fait, non. Il y a des fois où j'ai plongé des panières de frites en lançant le minuteur, et je suis partie, parce que quelqu'un allait prendre la suite. Et moi, je ne verrai pas la fin en fait, de ce mouvement-là. Je ne verrai pas le moment où on va les sortir, on va les mettre en cornet, elles vont être mises dans les commandes, et les commandes vont être données aux clients. Et en fait, on voit qu'une toute petite partie d'une grande chaîne. Et c'est ça qui est le plus dur. On ne voit pas comment le travail se développe. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le roman, il y a un seul poste qui est plaisant pour les équipiers, c'est le poste du pass-drive. Parce que le pass-drive, c'est le moment où la personne qui travaille pour préparer les commandes qui vont être prises par les voitures, elle fait les boissons, la préparation du chaud, c'est-à-dire les frites et tous les plats, etc., et les desserts et la préparation du sac. Donc l'équipier voit toutes les tâches, et jusqu'à la réception par le client en voiture. Et c'est peut-être le poste qui est le plus recherché. Il y aurait la salle qui serait peut-être le pire et redouté, et il y aurait le pass-drive qui serait le recherché. Et ça, encore une fois, c'est du côté des équipiers. C'est-à-dire que c'est quelque chose que le client ne perçoit pas. Mon front contre l'inox, je répète les mêmes gestes. Derrière mon dos, ce midi, c'est la guerre. On attend du monde. Les mains se posent au même endroit, reprennent l'itinéraire, il ne se passe rien. Les doigts agrippent les poignées en plastique des panières. Les poignées prennent les mêmes angles lorsqu'il faut déverser les frites à l'intérieur des bacs. Je sale, mélange, déplie le cornet en plaçant mon pouce au-dessus et en élargissant l'encolure avec l'index et le majeur. Ils me disent que ce n'est pas la meilleure technique. Ils me disent tu remplis trop, mais moins de frites. Le buste légèrement penché en avant, le dos plié, mon front contre l'inox, je répète. Une manageuse vient à côté de moi sans prendre de cornet, me dit « T'as géré ce midi ?» Et je réponds « Encore 1 minute 30 ». Il reste 1 minute 30 et sur l'écran de télésurveillance, il n'y a plus d'activité. En salle, les équipiers se battent pour porter les derniers plateaux avant de tomber dans le néant. Le soulagement est en cuisine et en salle, le plus dur commence. Je vais bientôt appuyer sur le minuteur, renverser la dernière panière, nettoyer l'empreinte de mon front contre l'inox et de mes doigts sur les pelles à frites. Je voudrais arracher les lanières du tablier en plastique noué quelques heures plus tôt. Mais après 5 heures, je ne dénoue plus rien. J'attends que quelqu'un dise « c'est bon, je peux y aller ». Et déjà les bruits des flashs de la pointeuse, des équipiers qui débauchent. Plus loin, je vois Chouchou s'asseoir comme on peut le faire en salle. Elle nettoie une table, feint l'accès difficile et prend place sur la banquette afin de mieux frotter. Le micro autour du cou, l'équipier au casque vient rôder autour de mes frites surgelées et le directeur retourne dans ses bureaux compter les pièces. Merci beaucoup. C'est vous qui avez choisi ce passage ? Oui. C'est mon passage préféré, du moins c'est le passage que je préfère lire d'habitude, quand on me demande de choisir un extrait. Donc je suis ravie, c'est un passage que j'aime bien lire encore. Ouais. Donc merci. Je vous en prie. D'où vient votre inspiration ? Ça dépend de la définition de l'inspiration. C'est plus pour ce roman-là, mon inspiration, c'était mes questions à l'époque, parce que donc je viens d'un milieu ouvrier. Ça, c'est quelque chose que j'ai quasiment jamais dit. Je m'en rends compte en le disant, mais ça, c'est quelque chose dont je parle jamais parce que je déteste. Là, je vais en parler. Mais mon père est ouvrier, ma mère travaille dans le social. Je viens pas d'un milieu où on était très riche. Enfin, voilà, on a toujours été dans une sorte d'appartement tout petit. Enfin, voilà, c'était des conditions comme ça. Mais je me suis jamais dit que je pourrais pas faire certaines choses parce que je venais de là. Par exemple, je sais pas, j'ai eu mon bac, j'ai fait mon lycée.
Et je suis allée dans une classe préparatoire littéraire. Je sais pas si vous... J'imagine que vous savez un peu ce que c'est, mais moi, je ne savais pas ce que c'était jusqu'à quelques mois avant de postuler, enfin, avant de faire un dossier pour le faire. Je l'ai appris par des personnes dont les parents avaient fait ça. Moi, mes parents m'en auraient jamais parlé parce qu'ils savaient pas trop, parce qu'on n'avait pas trop d'informations. Oui, je passe par tous des tours pour parler de l'inspiration, mais c'est important. Mais en fait, voilà, je me suis jamais dit que je pouvais pas faire la prépa parce que je savais même pas que c'était une chose qui pouvait être considérée comme réservée à certaines personnes. Et quand je suis arrivée en master création littéraire, je crois que c'est là où je me suis peut-être un peu rendu compte. Et d'ailleurs, c'est mon père qui me l'avait dit, c'est-à-dire tu es la personne de la famille qui a été aussi loin en études. Alors le bac plus 5. Ce qui n'est pas non plus énorme, hein. J'ai pas fait des études de médecin, mais je me rappelle qu'il m'avait dit ça et que je m'étais posé la question de me dire mais c'est vrai que je me suis rendu compte que mes camarades de classe n'avaient pas des parents qui faisaient ces métiers-là. Souvent, c'était des parents qui avaient, on va dire, une position particulière, ou du moins qui avaient au moins eu la possibilité de parler à leurs enfants, je sais pas, de livres, d'aller fréquemment dans les musées, au théâtre, etc. Donc je crois que quand je suis arrivée en master, en fait, je me posais beaucoup de questions comme ça. C'est pour ça que c'était mon inspiration dans Salle. Mais finalement, ce qui est resté dans le roman, c'est très loin de ça, hein. Vraiment, ça n'a rien à voir. Mais pour moi, ça n'a rien à voir. Mais je me souviens qu'en master, je me posais beaucoup de questions là-dessus et je me suis rendu compte que j'étais un peu seule. Enfin, je me sentais un peu seule, en tout cas, dans cette situation. Et donc, j'ai commencé à écrire des textes pour parler peut-être de choses que les gens avec qui j'étais en classe ne connaissaient pas. Je sais pas, le fait de chercher pendant 2 heures une place gratuite dans un centre-ville, par exemple. Je sais pas. Et encore une fois, en disant ça, je pense que c'est des choses que les gens partagent. Je pense pas que ce soit vraiment... ils avaient aucune idée de ça, mais en tout cas, l'inspiration de ce roman, c'était surtout une sorte de solitude avec ces souvenirs d'enfance que personne ne partageait. Et en fait, en les écrivant, je me suis rendu compte que ces souvenirs d'enfance, quasiment tout le monde pouvait les partager. Le fait de faire un trajet en voiture, de se plaindre parce qu'on veut aller au fast-food et que les parents veulent pas parce qu'ils veulent jamais, les salles des fêtes, les vacances, et tout ça, c'est des choses que tout le monde partage. Mais quand je l'ai écrit, en tout cas, l'inspiration, c'était peut-être juste le fait que je me suis dit, mais personne n'a ces souvenirs, faut que j'écrive ces souvenirs-là, en fait. Mais en fait, voilà, tout le monde a ses souvenirs. Mais c'est très bien, et je suis très heureuse. Mais je l'ai compris avec ce roman. Voilà, pour l'inspiration. Quel endroit vous donne le plus d'inspiration pour écrire ? Encore une fois, je ne sais pas s'il y a des endroits où je suis plus inspirée que d'autres. C'est pas une question de lieu, c'est pas une question de temps, c'est pas une question de disposition. Je pourrais passer ma vie entière à me dire c'est pas le moment parce que je sais pas, je pense à autre chose, parce que j'ai autre chose à faire, parce que je peux passer une vie entière à me dire ça et à jamais rien faire. Mais il n'y a pas de meilleur lieu, comme il n'y a pas de meilleur temps. On va dire que ce sera jamais l'endroit et jamais le moment en fait d'écrire. C'est presque à nous en fait de nous dire là ça suffit. C'est le moment et c'est l'endroit. J'ai l'impression que c'est un choix en fait. Si je veux, le meilleur endroit, c'est dans le métro, alors que j'ai 5 minutes. En fait, c'est pas ça la question pour moi. C'est vraiment plus une disposition d'esprit, un truc à débloquer en fait. De se dire, bon là maintenant, c'est le moment. Il n'y a que nous qui pouvons vraiment le débloquer, ce truc-là. Et encore une fois, c'est pas facile, hein, parce que la plupart du temps, quand on s'assoit devant une table et qu'on se dit maintenant il faut écrire, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de partir et de tout laisser parce que c'est très pénible. Très pénible. Comparé à des choses compliquées, vraiment très pénibles, ce n'est pas vraiment, mais je veux dire qu'en tout cas, c'est vraiment des moments qui peuvent être parfois un peu fatigants ou du moins déplaisants. C'est pas agréable. Des fois, on a envie d'écrire quelque chose. Quand on l'écrit, c'est pas terrible. On se juge beaucoup. Enfin, c'est normal, en fait. C'est le doute. C'est des moments de doute absolu. Et donc, encore une fois, c'est pas des questions de lieu, c'est plus des moments où on accepte qu'on va douter pendant peut-être 1 heure ou 2 heures. Et peu importe le lieu et peu importe le moment idéal, mais en tout cas, c'est toujours des moments où on dit là, ça va être le doute pendant 2 heures. Voilà. Merci. Je vous en prie.
Je me souviens, j'avais 6 ans, j'étais petit, c'était l'après-midi. J'étais avec ma mère dans un parc, il faisait très froid, et soudain j'ai vu des flocons de neige tomber du ciel. J'ai eu un peu peur, puis la neige a continué à tomber du ciel. C'était la première fois que je la voyais. J'avais touché la neige, j'ai crié c'était froid, c'était froid. Je l'ai reprise et modélée dans mes mains afin d'en faire des boules et des formes avec ma mère. C'était très amusant, je rigolais. Puis à un moment, je me suis allongé sur la neige et je me suis levé et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait la forme de mon corps. Et c'était incroyable. J'étais très heureux et timide au départ, mais maintenant c'est devenu une habitude. Avez-vous directement écrit par ordinateur ou alors par manuscrit? J'écris beaucoup par ordinateur. Après, j'ai l'impression que c'est depuis toujours. Enfin, j'ai jamais. Il y a une sorte de facilité de la correction. Mais enfin, vous le savez, hein, j'imagine. Mais moi, j'ai quasiment toujours écrit sur mon ordinateur. Mais même quand j'étais vraiment jeune, on en parlait tout à l'heure. Mais quand j'écrivais enfant, c'était déjà sur le poste de l'ordinateur. C'était, je sais plus. Word de 1980, enfin bon, pas trop vieux parce que je suis pas trop vieille, mais ça devait être 98 ou 99, quelque chose comme ça, ou le Word 2003. Et je sais pas, il y avait une facilité de correction en fait, c'est-à-dire s'il y avait une virgule ou un passage que je voulais remettre au début, une facilité comme ça de changer. Mais ça, c'est quelque chose qui dépend vraiment des auteurs, de toute façon. Il n'y a pas de recette pour savoir, voilà, on a envie d'écrire, il vaut mieux faire ça. En fait, c'est juste une préférence, on va dire. Mais voilà, en tout cas, moi, j'écris sur ordinateur et il y a une facilité de recorrection. Voilà. Okay. Merci. Comment avez-vous procédé pour écrire votre livre? Alors, c'est très bien d'utiliser ce terme de procédé parce que c'est autant un nom commun qu'un verbe d'ailleurs, qui me tient énormément à cœur puisqu'on est sur là de la sorte de technique. C'est-à-dire que moi, ce roman, je l'ai écrit pendant une année de création littéraire. Donc en fait, j'étais en master à ce moment-là, et donc je faisais des ateliers d'écriture. Enfin, j'assistais à des ateliers. Enfin voilà, j'écrivais et il y avait des personnes qui menaient un atelier sur des thèmes divers et variés. Et donc en fait, ce roman, c'était un projet d'étude presque. C'est-à-dire que c'était un projet sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an, que j'ai même présenté à l'oral à des personnes qui m'ont... J'ai eu une note pour ce roman, enfin, c'était très scolaire. Mais donc, procédé, c'est très juste parce que j'ai vraiment décidé à un moment donné sur quoi je vais travailler. Enfin, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire pendant 1 an ? Quel est le sujet que je vais choisir qui va me tenir pendant 1 an ? Parce que je me disais, bon, il faut que ça m'intéresse assez pour que je ne sois pas totalement lassée au bout de 3 mois et que je n'ai plus du tout envie de traiter ça. Donc au départ, en tout cas, c'était vraiment, j'avais envie d'écrire sur l'usine. J'avais connu une usine dans mon enfance, enfin celle de mon père en fait. Et donc j'avais envie de réfléchir à comment on décrit une usine. Poser des questions aux personnes qui y travaillent, comprendre leur quotidien, la façon qu'ils ont de travailler, leurs habillements, tout ce qui gravitait autour. Et donc ça a été un travail de lecture, comme de questions posées notamment à mon père. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à écrire sur l'usine. Enfin, il y a vraiment eu un sorte de constat d'échec, je n'y arrive pas. Enfin, et en même temps, je n'y avais jamais été, donc je ne comprenais pas vraiment d'où j'allais pouvoir parler, en fait. Parce que quand on écrit un texte, j'ai l'impression qu'il y a 2 questions qui se posent. C'est d'abord le point de vue, d'où on parle, qui va parler, qui va dérouler ce récit, et ensuite la forme. Et donc, dans le procédé d'écriture, il y avait l'usine, il y avait un constat d'échec de « je n'y arrive pas ». Ensuite, je me suis rendu compte que ce serait une petite fille qui raconterait l'usine, et donc une petite fille qui n'est jamais dans l'usine, donc qui voit seulement son père rentrer et sortir d'un appartement. Et dans le même temps, j'ai travaillé dans un fast-food pendant plusieurs mois pour mes études, comme travail alimentaire, comme la plupart d'ailleurs des étudiants le font. C'est quasiment que des étudiants et des gens qui ont entre, je sais pas, 17 et 20 ans. C'est la moyenne d'âge à peu près des gens qui travaillent en fast-food. Enfin, j'imagine que vous avez une idée un peu de ça. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai travaillé là-bas. C'était mon travail. J'avais pas spécialement envie d'écrire dessus. D'ailleurs, j'y ai été parce que j'avais besoin d'argent. Et ça a changé ma perspective d'écriture. C'est-à-dire qu'au début, il y avait l'usine. J'ai travaillé au fast-food. Et quand j'en suis sortie pour ma rentrée scolaire, dont je vous parlais d'ailleurs, le master création littéraire, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas vraiment à écrire sur autre chose. C'est-à-dire que le premier atelier d'écriture que j'avais à faire, c'était sur le son.
Je ne me voyais pas écrire sur autre chose que le son des frites à sortir sans cesse. C'était quelque chose qui m'avait un peu poursuivi en fait, après le travail. Et donc ça a été la première scène que j'ai écrite, qui se retrouve dans le roman, mais presque à peu de choses près, à peu de choses près similaire à celle du manuscrit. C'est-à-dire que c'est une scène qui a peu changé, quoi. Mais c'était vraiment ça, c'est-à-dire le procédé, c'était l'usine, les questions posées notamment à mon père et des lectures autour de l'usine, c'est-à-dire voilà, quels écrivains ont écrit sur l'usine. Aujourd'hui, j'ai amené un livre qui a été important pour moi, qui s'appelle « L'excès l'usine » de Leslie Kaplan, qui est publié chez POL. Et ça, c'est un texte, par exemple, que j'ai pu lire avant d'écrire le roman, parce que j'avais envie de comprendre comment on écrivait sur l'usine. Et donc voilà, donc le procédé, c'était ça, l'usine, les questions posées à mon père, les lectures, l'expérience au fast-food, professionnelle et pas du tout dans une intention d'écrire. Et ensuite, l'année scolaire, qui s'est un peu déroulée, voilà, avec des dates de rendu, je devais le présenter encore une fois à l'oral. Donc c'était ça le procédé. Et après, plus précisément, je dirais que ça a été surtout des tâtonnements. C'est-à-dire que j'ai essayé des choses. J'ai écrit des scènes de fast-food, j'ai écrit des scènes d'enfance, j'ai écrit des entremêlements, j'ai raté beaucoup. Il y a plein de fois où je me suis dit, tiens, je vais partir dans cette direction. Par exemple, au début, j'avais envie de faire un roman uniquement dans une voiture. Bon, c'était compliqué, mais j'avais essayé. Enfin, c'était des essais. Enfin, on essaye. Et ces essais-là, ça passait uniquement par la pratique d'écriture. C'est-à-dire que j'aurais pas pu les faire dans ma tête ou imaginer simplement, et puis ensuite coucher sur papier. C'était vraiment des erreurs, enfin, d'ailleurs des erreurs, je ne sais pas si on pourrait utiliser ce terme-là, mais en tout cas des essais, enfin, encore une fois, des tâtonnements. Donc voilà pour le procédé d'écriture. Merci pour cette question. Quelqu'un vous a-t-il aidé pour la réalisation du livre avant l'édition ? Oui, avant la publication. Non, vous voulez dire avant le travail avec l'éditeur, c'est ça ? Alors, avant le travail avec l'éditeur, exactement. En fait, comme j'étais en master, le principe du master, c'est que donc, pendant 1 an, on a un projet. Enfin, ma 2e année, j'avais un projet. Et en fait, j'étais accompagnée par une écrivaine qui s'appelle Colombe Bonsen, qui publie chez Zoé. Et en fait, chaque personne du master, enfin, on était 15 dans la promotion, c'était une classe, on était tous accompagnés par un auteur qui relisait nos textes. Donc en fait, j'étais relue par cette personne, ce qui était vraiment idéal et super. Parce qu'on a quelqu'un qui nous lit, qui peut nous dire, voilà, par exemple, on s'est trompé, essayons... en fait, c'est intéressant parce qu'elle ne me donnait pas de conseils d'écriture, justement, mais plutôt parce qu'elle accompagnait des tâtonnements. Et parfois, je disais, voilà, je veux faire un roman entièrement dans une voiture. Vous êtes d'accord ? Oui, allons-y, j'attends tes propositions. Moi, j'essayais, et quand je lui retransmettais, je disais, bon, j'y arrive vraiment pas. Et par exemple, elle pouvait me dire, on s'est peut-être trompé de direction, essaie peut-être autre chose. C'était intéressant d'avoir ce travail avec elle parce que, par exemple, elle me proposait des lectures aussi. Et les lectures ont énormément accompagné ce roman. Donc en fait, j'étais accompagnée par elle. Mais en vérité, je le faisais lire à personne d'autre. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette personne-là, parce que c'était dans le master et que c'était obligé, je l'aurais fait lire à personne. D'ailleurs, la plupart de mes proches ne l'ont lu que quand il a été imprimé. Ce qui était vraiment tardif. Par contre, mes parents, par exemple, je n'avais pas envie qu'il soit imprimé et qu'ils ne l'aient pas lu avant. Donc, à la différence de certains de mes proches qui l'ont lu imprimé, mes parents, ils l'ont lu avec... en épreuve, c'est-à-dire que juste avant l'impression, il y a un paquet de feuilles comme ça, avec le livre en fait, mais sur des feuilles A4, et c'est juste avant l'impression, et ça ils l'ont lu avant l'impression. Je tenais à ce qu'ils soient au courant de ce travail-là avant, parce que c'est un peu violent la publication, surtout quand on peut se reconnaître dans un texte, de sortir un livre et que tout d'un coup quelqu'un qui n'était pas au courant le tombe dessus, ça peut être dur. Donc j'avais envie qu'il soit au courant. Mais à part Colombe Bonsen, donc cette autrice, personne ne lisait derrière moi, on va dire. Mais c'était bien d'avoir son accompagnement. Dans le reflet de la vitre embuée, je suis un monstre écarlate au visage déformé, la peau pliée comme un origami raté, et je crache. La langue entre mes dents de devant, je crache comme si je me gargouillais en parlant. La sueur et la salive se mélangent sur le front de Nico, dont les narines se dilatent. Je vois ses dents écartées quand il crie.
jauni par les chips et le jambon beurre du midi. Il crie toujours avant que son rire vienne s'éclater contre la portière arrière droite, celle toujours mal fermée, qu'il faut rouvrir et claquer 5 minutes après le démarrage de la voiture. Cette fois, le cri de Nico se prolonge, les parents gueulent mais il n'arrête pas, le rire ne vient pas et j'empoigne ses cheveux fins, blonds, trempés, enfonce sa tête dans un des 2 oreillers, comme si je voulais l'étouffer. Je le redresse et recommence, lui accorde la vie à chaque fois et le rire vient là. Au creux de l'oreiller, laisse un filet de salive lorsque je lâche son crâne, quelques cheveux presque blancs, tant il brille, reste enroulé autour de mes dents et la bouche de Nico se crispe vers le bas. C'est un passage que j'ai jamais lu moi-même et un passage que j'ai jamais entendu lire. Donc décidément, c'est vraiment des passages très bien choisis en tout cas. Merci. Avez-vous utilisé des personnages de vos entourages ? Alors oui, bien sûr. Je pense que de toute façon, il y a souvent un peu des parallèles qui pourraient être effectués. Ça, c'est plus mes proches qui pourraient le dire. Là, on se retrouve dans telle et telle chose. Mais j'imagine que parfois, ça peut être aussi des mélanges. C'est-à-dire, on prend les traits de quelqu'un, on les remet sur une autre personne. On construit des personnages ou des figures à partir de ce qu'on a pu voir, des gens qu'on a pu connaître. Mais c'est souvent des choses reconstruites. C'est ça qui est plus intéressant, d'ailleurs, je trouve, c'est quand on commence à reconstruire un personnage. Quand on commence un peu presque... Moi, c'est un verbe que j'aime bien utiliser. Quand on commence à mentir. Pour moi, le roman, c'est aussi comme ça, en fait, une sorte de forme de mensonge. Et donc, dans cette perspective-là, enfin, dans cette direction-là, c'est des personnages mensongers, ou du moins inventés par des choses. Donc, en fait, démêler, par exemple, le vrai du faux, ce serait beaucoup trop difficile. Parce que démêler le vrai du faux, ce serait dire tel sourire, ça appartient à telle personne, et tel sourcil, en fait, c'est le sourcil de... Et en fait, ça n'aurait pas tant d'intérêt. Je trouve qu'il y a un moment aussi où les personnages prennent vie et prennent presque leur indépendance. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les personnages deviennent réels en tant que tels et se détachent de ceux qui sont dans la vraie vie. Enfin, voilà. Merci. Merci. Comment avez-vous trouvé votre maison d'édition ? Alors, la maison d'édition. Donc, c'est bien parce que ça me permet de faire le lien, mais c'est quand j'étais libraire, en fait, je n'avais pas de formation pour être libraire. J'étais en études à ce moment-là, et en fait, le confinement a fait que pas mal de librairies ont eu des accroissements temporaires d'activité. Donc, en gros, ça veut dire qu'ils sont débordés et qu'ils ont besoin de personnes. Et moi, j'étais cliente d'une librairie, c'est-à-dire que j'avais vraiment ma librairie où j'allais toutes les semaines découvrir des lectures variées, poser des questions pour savoir voilà, qu'est-ce qu'il faut lire en ce moment, j'aimerais lire tel et tel sujet, qu'est-ce que vous avez à me conseiller. Et en fait, à ce moment-là, mon libraire m'a proposé de travailler à la librairie sans avoir de formation, mais en étant formée là-bas. Et c'était passionnant. Et je fais le lien, parce que je parle de ça en premier, parce qu'en fait... j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que j'ai découvert la littérature. J'en ai même fait un texte une fois, mais c'était pour un journal. Mais en fait, j'ai parlé d'une tâche qu'il y avait à faire en tant que libraire, c'était celui de nettoyer les étagères. Bon, personne n'y pense parce que voilà, on a l'impression que tout c'est une librairie, on achète les livres, tous les livres sont là, il n'y a pas de tâche de ménage. Mais en fait, il y a vraiment un moment où on sort tout et on passe comme ça. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que j'ai découvert la littérature. Parce qu'en fait, il y a vraiment un moment où on a des piles de livres entières. On voit comment c'est classé, comment c'est rangé, et on a une perception des titres, des auteurs, etc., etc. Et pour en venir à la maison d'édition, on a une perception des éditeurs. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse connaître vraiment bien une maison d'édition sans lire les auteurs de ces maisons d'édition. Donc on ne peut pas faire une recherche, par exemple, en disant quelle est la ligne éditoriale de telle maison. En fait, ça ne se comprend que par la lecture. Et donc, pour comprendre à quelle maison on va envoyer, parce qu'il y a toujours un moment, si on veut publier, qu'on se dit, voilà, à qui j'envoie, qui va le recevoir, ce texte, il faut frapper à la bonne porte, en quelque sorte. Et moi, j'avais lu le catalogue des éditions de Minuit. C'était des auteurs qui m'intéressaient beaucoup, en même temps qui m'impressionnaient beaucoup aussi. C'était un peu effrayant. Et donc, voilà, en fait, j'ai trouvé la maison d'édition parce que j'étais lectrice des titres qui étaient publiés à la maison d'édition. Et en étant libraire aussi, j'ai vu un peu la variété qu'il y avait. Donc en fait, quand je me suis posé la question de la publication,
J'avais une sorte de liste, de podium, j'en avais choisi 3, et je l'ai envoyé à la première maison d'édition en me disant je n'envoie que à cette maison et je vais voir. Et j'ai eu une réponse. Mais je pense que ça tient au fait que j'ai choisi très précisément. Je ne l'ai pas envoyé à plein de maisons. Je l'ai envoyé à une maison où je me disais il y a peut-être une chance qu'on ait un intérêt commun pour ce sujet, ou du moins pour ce développement, pour cette forme. Et je suis très contente parce que j'ai l'impression que je ne me suis pas trompée en envoyant ce texte là-bas, puisqu'il a trouvé sa place là-bas et qu'ils m'ont fait une place là-bas. Ouais. Voilà. Combien de temps avez-vous pris pour écrire ce livre ? J'ai pris donc, le temps d'une année scolaire, quasiment. En vérité, je crois que je l'ai écrit pendant 5 mois ou 6 mois, quelque chose comme ça. Et après, ça a été 1 an de retravail avec l'éditeur. Alors qu'à partir du moment où j'ai rendu le manuscrit et où j'ai contact avec l'éditeur pour le travailler, donc 1 an de 2e version, 3e version, donc je dirais, en gros, 6 mois d'écriture et 1 an de retravail. Et le retravail, pour moi, c'était peut-être le plus intense et le meilleur. Le moment où vraiment on décide de reprendre l'ensemble. C'était encore plus intéressant que de faire la première version. Moi, ça m'a passionnée. Aussi parce qu'on n'est plus seul. C'est-à-dire que quand on écrit pendant 6 mois seul, c'est difficile. Enfin, logiquement, on a du mal à avancer comme ça parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas si ça vaut le coup, si c'est intéressant. Et le retravail, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit « si, moi j'ai envie de travailler dessus ». Et on a une matière de travail, comme si on nous donnait un sujet, ça c'est mon sujet, et ensuite on va faire quelque chose avec. Et on travaille à le faire gagner en cohérence, et ça c'était vraiment passionnant. Je me souviens quand j'avais 12 ans, j'ai eu l'opportunité de passer des vacances inoubliables dans un camping où se trouvait un étang privé. C'était un endroit magnifique, paisible et tranquille pour se détendre et profiter du plein air. J'étais accompagné de mon père et de mon frère jumeau, et nous étions tous très excités à l'idée de pouvoir pêcher dans cet étang. Nous avons vite réalisé que nous étions loin d'être les seuls pêcheurs sur les lieux, car nous avons rapidement croisé un monsieur nommé Jean-Pierre. Ce dernier avait une canne à pêche à la main, et il était clair qu'il avait une grande expérience dans ce domaine. Nous avons donc décidé de lui demander quelques conseils pour nous aider à attraper des poissons. Jean-Pierre a accepté avec plaisir de nous aider et il nous a montré comment appâter l'hameçon. Il nous a également montré comment lancer la ligne et comment détecter les touches des poissons. Au bout de la patience, il y a la récompense. En conclusion, cette expérience de pêche avec mon père, mon frère jumeau et Jean-Pierre a été inoubliable pour moi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir autrice ? Je ne sais pas encore si... en tout cas dans la perspective du métier. On va dire que je suis écrivaine parce que j'ai écrit un livre, mais je me demande si je suis autrice. J'ai l'impression que c'est un terme que je me... Après, encore une fois, là, c'est mon avis. C'est pas quelque chose de général, mais je pense que je me dirais que je suis autrice quand j'aurai écrit, je sais pas, 3 livres. Je me dirais oui, c'est vrai un peu quand même. Mais je sais même pas si j'avais envie d'être autrice. Je crois que j'écrivais donc comme de quelqu'un qui fait quelque chose. On dit il écrit. On pourrait presque dire il est écrivant avec ce participe là comme ça. Il est écrivant, il écrit. Je sais pas si j'ai une envie d'être autrice. Je sais pas. J'ai plus envie d'écrire que d'être autrice, par exemple. Être autrice, ce serait une sorte de statut. Je crois que je préfère écrire. J'ai plus envie d'écrire que d'être autrice, encore une fois. Donc voilà, c'est ma réponse. Merci. Merci. Pourquoi faites-vous des parallèles avec votre enfance et votre vie d'adulte ? Ah, ça c'est une grande question. Merci de la poser. Alors, je fais des parallèles, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le roman, il y a un entremêlement qui se fait, c'est-à-dire il y a un paragraphe fast-food, un paragraphe enfance. Mais pour moi, quand j'ai fait cet entremêlement-là, je voulais laisser le choix au lecteur de faire ce parallèle. C'est-à-dire que je n'avais pas envie, par exemple, de moi souligner ou de donner mon opinion sur le lien à faire. Est-ce qu'il est question de la même personne ? C'est-à-dire, est-ce que la narratrice au fast-food est la même enfant ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'elle se rappelle de ses souvenirs ? Enfin, tout ça, je trouvais que c'était plus intéressant que ce soit le lecteur qui le pense ou qui ait des théories dessus. Parce que moi, je pourrais avoir une théorie, je pourrais vous dire, oui, en fait, il y a un parallèle parce que peut-être que l'enfance, c'est l'inverse du fast-food. C'est-à-dire que dans le fast-food, il y aurait l'inverse de la famille, et dans la famille, l'inverse du fast-food. Si bien qu'en fait, la première scène, c'est-à-dire le moment où les enfants courent dans le fast-food et se précipitent,
En fait, tout ça, c'est un lieu tellement étrange, c'est tellement exceptionnel que ça arrive, que ça semble une scène un peu fantastique. Enfin. Donc c'est peut-être ça. Après, c'est une opinion. Alors pour moi, c'est l'inverse de la famille, mais ça reste une opinion et peut-être que vous en avez une, peut-être que vous estimez que le lien se trouve ailleurs. Donc en fait, je dirais que ça relève de mon interprétation, mais que chacun peut avoir la sienne. Et c'est ça qui est d'ailleurs plus intéressant. C'est-à-dire que vraiment, le passage dans l'entremêlement, le passage d'un paragraphe à l'autre, il y a un blanc typographique, c'est-à-dire voilà, un espace. Et dans cet espace, pour moi, c'est là où se trouve le lecteur. Est-ce normal que pendant la lecture, pouvons-nous se perdre pendant que vous racontez votre jeunesse et quand vous racontez votre travail au McDo? Vous avez été perdu? Ouais, plusieurs fois. Plusieurs fois? Alors ça, c'est un truc c'est le centre du travail avec l'éditeur. En fait, quand moi j'ai présenté mon manuscrit, il y a eu vraiment un moment où on s'est dit, l'alternance est très utile pour le roman. Enfin, s'il n'y avait pas d'alternance, je pense que le roman perdrait quelque chose, en fait. Il n'aurait pas pu avoir un seul récit fast-food, parce qu'un seul récit fast-food, par exemple, ça aurait été un documentaire. Moi, j'avais envie de faire un roman. Donc, j'avais pas envie de faire les conditions de travail comme elles sont. Voilà. J'avais envie de casser un peu ce truc-là du documentaire. Et s'il y avait eu que l'enfance, moi, j'aurais pas trouvé ça très intéressant, parce que bon, les souvenirs d'enfance, j'estime que on peut les retrouver dans plein de... Enfin, tout le monde a à peu près les mêmes à un moment. Enfin, donc les deux, en fait, séparés, je pense que ça n'aurait pas fonctionné. Donc l'alternance était nécessaire. Mais le travail avec l'éditeur, ça a été de se dire, effectivement, comment on arrive à faire comprendre au lecteur le système, c'est-à-dire d'un côté, de l'autre, un côté, de l'autre, comme ça. Et donc ça a été un travail sur la progression. Le début, il est facile à comprendre, peut-être parce qu'il y a les questions du directeur et il y a la scène où les enfants courent. C'est beaucoup plus long, les scènes d'enfance. Donc en fait, c'était une façon d'aller progressivement vers l'alternance. Que le lecteur comprenne qu'il y aura deux récits, en fait, et que les deux s'alterneront tout le temps. Ce qui est peut-être la meilleure façon pour éviter la confusion du lecteur. Je pense que, parce que moi j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'encore plus embrouillé, je voulais même que ça soit, il y ait presque pas que tout soit mêlé, c'est-à-dire qu'il y a parfois des paragraphes où on pourrait passer d'un coup à l'enfance, ou alors des paragraphes où on commence le paragraphe et on ne sait plus si on est dans le fast-food, et je voulais même à un moment donné que la famille elle rentre dans le fast-food où la narratrice travaille, ce qui aurait été vraiment compliqué. Mais je sais pas, moi ça me plaisait beaucoup. Après bon, on en a beaucoup parlé avec l'éditeur, mais j'avoue que j'aurais souhaité que ce soit encore plus bizarre comme texte. Merci pour la question. Merci. Pourquoi avoir choisi cette façon d'écrire avec le dialogue et les tirés? L'oralité, c'est ça? Ouais. C'est une sorte de vestige d'écriture, enfin de travail, parce qu'en fait, que ce soit le souvenir du fast-food ou le souvenir d'enfance, il venait toujours à partir de paroles. C'est-à-dire, je sais pas, j'avais envie d'écrire sur une scène de fast-food. La première chose auquel je pensais, c'était qu'on m'avait dit « remplis-moi tes cornets de frites ». Donc en fait, tous les souvenirs, c'était que à partir de paroles, toujours, d'ordre donné. Et dans l'enfance, c'est la même chose. Dans l'enfance, c'est aussi ce que disent toujours les parents, ce que dit toujours le petit frère. Donc je me suis rendu compte que que je pouvais pas séparer, par exemple, le dialogue du développement. Il y a un moment où, quand je me suis rendu compte qu'il y allait avoir beaucoup de dialogue, je me suis dit, est-ce que je le sépare ou est-ce que je l'intègre? Et si je l'intègre, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, souvent, quand on intègre du parler dans le paragraphe, on le met en italique. Parce que c'est une convention un peu typographique, voilà, comme cité. Et en fait, je me suis décidé d'enlever l'italique. Je voulais que tout soit sur le même plan. Et d'ailleurs, j'avais lu un texte qui s'appelle « Les malchanceux » d'un auteur britannique qui s'appelle B.S. Johnson. Et lui faisait quelque chose d'un peu similaire. Et ça m'avait intéressée. Ils mettaient à peu près tout sur le même plan. Et j'avais envie de tout mettre sur le même plan et pas de séparer. Je voulais vraiment intégrer l'ensemble et enlever tous les italiques. C'est peut-être ça qui crée aussi une sorte d'effet d'étrangeté. En fait, c'est pour ça que, par exemple, c'est un texte qui est difficile à lire, je trouve. Quand je fais une lecture, je la prépare souvent en amont parce que y a assez peu de points par moment et il y a beaucoup d'oral. Et quand on lit ce genre de texte, on se demande, est-ce que je fais l'oral? Est-ce que je le joue? Ou est-ce que je le lis sur le même plan que le reste? Donc j'ai choisi ça parce que les souvenirs naissaient comme ça. Merci.
Je me souviens la première fois que je touchais un ballon. C'était en Tunisie, il faisait chaud. Ma ville organisait un match de foot. J'étais le plus jeune de l'équipe. J'avais un short rouge et un t-shirt blanc salé par la terre. J'étais rapide et le seul moyen de m'arrêter, c'était de m'attaquer. Étant plus jeune, est-ce que vous voyez écrire des livres? Alors oui, mais c'était quelque chose d'un peu flou. Quand j'étais enfant, effectivement, j'aimais bien l'écriture, enfin la pratique d'écriture. Je lisais pas mal. Après, je lisais beaucoup de choses un peu variées. On va dire que j'ai l'impression qu'il y a une différence de toute façon entre la pratique de lecture et par exemple la découverte de la littérature. Enfin, j'ai l'impression que j'ai découvert la littérature un peu tardivement. J'ai eu des grands textes dans les mains, comme vous pouvez peut-être avoir certaines lectures tout au long de votre scolarité. Il y a eu des textes comme ça qui sont arrivés. Je sais pas, j'ai lu Thérèse Raquin de Zola, j'ai lu Madame Bovary de Gustave Flaubert. Tout ça, c'était des textes que j'ai pu découvrir, mais j'avais pas encore vraiment découvert la littérature. C'est venu un peu plus tard. Donc j'ai l'impression que oui, j'avais envie d'écrire des livres quand j'étais enfant, mais c'était pas le même mouvement que maintenant. C'est-à-dire que il n'y avait pas genre une sorte de rêve d'enfant, et maintenant, ça y est, en fait, non. Maintenant, je ne vois plus la même façon, je crois. Et puis, aussi peut-être parce que j'avais envie d'écrire des livres, mais pas forcément de publier, par exemple. Je n'avais pas envisagé la publication. Et je pense que de toute façon, on peut écrire sans publier jamais, et que ce soit un choix. Donc on va dire que oui, j'écrivais enfant, mais aujourd'hui, c'est assez différent. Et même quand j'écrivais le roman en salle, c'était déjà plus la même chose que quand j'étais enfant et que j'aimais bien écrire. C'est très différent encore. Ouais, voilà. D'accord, merci. Est-ce que le métier d'autrice est votre métier principal ou vous en avez un autre à côté? C'est une bonne question. Il y a peu d'auteurs qui vivent de leur écriture, à part des personnes, par exemple, qui sortent des best-sellers et qui font des énormes chiffres de vente. Mais la plupart des personnes, soit ont une activité d'écriture à côté, c'est-à-dire, par exemple, ils mènent des ateliers d'écriture, ils sont rémunérés pour leur activité, ou alors ils ont des travaux alimentaires, encore une fois. Donc, pour répondre à cette question, je dirais que c'est pas mon métier. Enfin, j'estime pas que je suis autrice de métier, pas du tout. J'ai sorti un premier roman donc l'année dernière en septembre, mais là actuellement je pourrais dire je suis au chômage, ce qui est vrai. Et d'ailleurs plus largement je pourrais dire que bientôt je vais chercher un nouveau travail. Et en fait je crois que, en tout cas pour l'instant, je peux dire sans mentir que j'ai envie d'avoir un autre travail à côté, même qui n'a rien à voir avec l'écriture. Ça m'intéresse de garder aussi un peu une sorte de rapport sensible et personnel à un métier et à un apprentissage de métier. Par exemple, j'en ai parlé plusieurs fois, on m'a posé des questions là-dessus, mais l'année dernière, par exemple, moi je vendais des canapés dans un magasin de meubles, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'écriture, mais je ne sais pas si c'était intéressant à ce moment-là, je ne sais pas, d'arriver dans un magasin comme ça, de passer un entretien d'embauche et ensuite d'apprendre à vendre des canapés. Enfin, je sais pas, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé faire ça. Et c'était intéressant, en fait, d'apprendre un métier du début à la fin, de le faire. Et quand ça se passe bien, en tout cas, parce que je pense que la dimension du jeu, dans un travail, le jeu, on s'amuse à être comme si on était un vendeur de canapés, alors qu'en fait, on sait très bien qu'au fond de soi, on n'est pas vraiment un vendeur de canapés. Mais ça, c'est possible que quand on est dans des bonnes conditions de travail, pour moi. Et donc, comme c'était le cas l'année dernière dans le magasin de meubles où je travaillais, j'aimais bien, je sais pas, jouer à être vendeuse de canapés et me prendre très au sérieux. Je me suis tellement prise au sérieux que je suis devenue la référente du rayon bureau et chaises de bureau. Et ça a duré pendant un mois comme ça, référente. C'était formidable, vraiment. C'était vraiment super. Et après, le roman est sorti. Voilà. Mais ça, c'était l'avant-roman. Mais donc voilà, pour répondre à la question, je pense que je vais continuer à chercher en tout cas des métiers qui n'ont rien à voir pour l'instant. Et après, en même temps, je dis ça, mais j'ai été aussi libraire. Et ça, c'est encore une dimension très importante dans la perspective d'écriture. C'est-à-dire que être libraire, ça m'a apporté aussi énormément de choses. Pour le choix de l'éditeur, pour l'écriture et pour les lectures. D'ailleurs, je pourrais même dire les deux, parce que pour moi, la lecture et l'écriture, c'est toujours mêlé. Donc voilà, pour la question du métier. Merci. Merci.
Êtes-vous fier de votre ouvrage? C'est une question difficile. Je ne sais pas trop. Disons que j'ai pas de regrets, dans le sens où, quand j'ai présenté mon manuscrit à mon éditeur au début, je me souviens qu'il m'a dit, voilà, on va travailler dessus, en fait. C'est-à-dire, j'ai pas présenté ce texte et il m'a pas dit, imprimons-le. En vérité, ça ne se passe jamais comme ça. C'est toujours un travail avec l'éditeur. Mais c'est toujours un moment de dialogue et d'échange avec une personne qui va dire, bon, ce texte-là, on va le travailler ensemble. Et notamment, on en parlait tout à l'heure, pour la cohérence d'ensemble et pour la lisibilité. Il y a des choses qui, voilà, on fait un travail dessus, un retravail. Est-ce que j'en suis fière? Je ne sais pas, mais par contre, je suis contente que ce travail ait été fait par rapport à la version que j'ai montrée au début. Moi, j'aurais été très mal à l'aise si la première version était sortie, imprimée. Je pense que je m'en serais beaucoup voulu parce qu'il y a eu vraiment quelque chose qui a gagné dans cette dernière version. Parce que pour moi, c'est encore un peu une dernière version. On va dire que c'est un roman qui s'est précisé dans les choix que j'avais faits au départ, les choix d'alternance, les choix de prénoms, les choix de plein de choses, la cohérence du récit aussi, parce qu'il y a quand même deux intrigues d'une certaine façon, même si on pourrait encore se poser la question, est-ce que c'est une intrigue? Il n'y a pas vraiment de fin. Mais en tout cas, ça a gagné en cohérence d'ensemble. Et donc plutôt que d'être fière, je dirais que j'ai pas trop de regrets, mais que de toute façon, pour les prochains textes, ce sera toujours le retour des deux questions dont je vous parlais au début, c'est-à-dire la forme et qui parle. Et ça, c'est des choses que je ne pourrais pas décider. Enfin, je n'ai pas décidé pour toujours que je ferai de l'alternance et du récit à la première personne. Je pense que c'est la question qui se reposera toujours pour le prochain et pour le prochain et pour le prochain. Ce sera toujours qui parle et quelle forme. Voilà. Merci de votre réponse. Avez-vous déjà songé à abandonner? Encore une fois, c'est peut-être, il était vraiment conditionné par la classe, enfin par la classe, par l'année scolaire. J'avais pas le choix. C'est comme si je m'étais dit, j'abandonne mon mémoire, j'ai pas mon master. Enfin, parfois on n'a pas le choix. Et là, j'avais pas le choix. Donc tant mieux. Je me demande comment ça va faire maintenant que j'ai le choix d'arrêter ou d'abandonner. Parce que maintenant, j'ai totalement le choix. J'ai fini mon master, j'ai rendu ce texte. Il y a eu ce parcours avec l'éditeur et cette publication. Mais maintenant, je pourrais abandonner. Mais avant, je ne pouvais pas. En tout cas, pour ce roman-là, je n'ai pas pu. J'avais pas le choix. Sinon, je n'avais pas mon diplôme. Allez-vous réaliser d'autres projets et sur quel sujet? Alors oui, je vais réaliser d'autres choses. Enfin, en tout cas, je vais écrire autre chose. Mais je ne dirai pas le sujet. Parce que, pour plusieurs raisons. Je lisais sous la plume d'un auteur et critique qui s'appelle Roland Barthes et qui a donné des cours au Collège de France à la fin des années 70, plus dans les années 80. Il a donné des cours sur la préparation du roman. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'il ferait des cours comme s'il allait écrire un roman pour comprendre les étapes de la préparation du roman. Des cours qui sont passionnants. Et il y a ce moment où il écrit « L'écriture a besoin de clandestinité ». C'est-à-dire qu'il parle du fait qu'en fait, si on parle de ces sujets ou quoi que ce soit, on n'aura plus envie de les écrire du tout. Comme il compare ça par exemple à une sorte de passion amoureuse, c'est-à-dire quand on est amoureux, de toute façon, on ne pense plus qu'à ça. Et si on en parle, on détruit le charme de cette passion qui se vit. Donc en fait, pour ne pas détruire le charme du sujet, je ne vais rien dire de tout. Mais oui, je travaille. Merci. Merci. Mon sourire répond à ma place. La main gantée, je me dirige vers la récompense, la consécration, le pass-drive. Le directeur me tape sur l'épaule. Je suis son poulain, son guerrier. Il répète « Attention, pas d'oubli » et je hoche la tête. Donc, je vais lire un passage, donc c'est l'excès l'usine. Et donc c'est Leslie Kaplan qui écrit son expérience à l'usine. On prend le vélo à 5h du matin, dans le noir. On arrive, on voit l'usine, de l'autre côté du pont. On dirait qu'elle est posée sur l'eau. On y va. L'excès, l'usine. Des bidons, des fils, des tôles sont empilés. Pièces et morceaux, l'usine. Les endroits sont informes.
il y a beaucoup de coins. Dans la cour, de la terre, de l'herbe et toute cette ferraille entassée. On prend le vélo, à 5 heures du matin. On part. Le vélo est léger, on le tient bien, on avance. Quand on arrive, l'usine est chaude, on a très froid. Elle est là, entière, pièces et morceaux, l'usine. Il n'y a pas de sens, elle tourne, et monte, et descend, et à droite et à gauche, et en tôle et en briques, et en pierre et l'usine. Et son et bruit, pas de cris, l'usine. Morceaux et pièces, clous et clous. Tôle, vous comprenez? Mou et gras, glisse et dur, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Il n'y a aucune image, jamais. Dans la cour, de l'herbe au milieu de la ferraille, l'herbe pousse très bien, très verte. La ferraille est en tas. On boit, c'est normal. Les mots ouvrent l'infini. Dieu existe, l'usine. Il n'y a pas d'histoire, c'est la terreur. On ne sait rien faire, on monte une boîte de vitesse, on circule entre les coins. Un angle, qu'est-ce que c'est? 3 lignes. Le 3 s'en va, 3 lignes sans le 3. On est folle. On mange un casse-croûte à midi au bord de la Seine, on est assis sur un banc, on balance ses jambes, le ciel bouge lentement. On regarde les péniches qui passent, on mange bien le casse-croûte, c'est le milieu de la journée. Ensuite, on retourne dans l'après-midi. On fait des pièces à une machine de pièces en caoutchouc. On est assise. Il y a une odeur de caoutchouc. À côté de la chaise, il y a un grand bac en fer. Le fer sent. On compte toutes les pièces, une par une. On est nourri de vérité. Il n'y a que ça. Voilà. Merci. Merci à vous pour votre travail et puis pour votre implication et votre écoute.